Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, j'ai la joie d'accueillir Olivier Clerc, auteur de 25 ouvrages de développement personnel et de spiritualité. Il a également traduit une centaine de livres majeurs, dont Les Accords Toltec de Don Miguel Ruiz, une rencontre qui a marqué un véritable tournant dans sa vie. Nous explorons ensemble un sujet profondément humain, ces blessures émotionnelles qui nous empêchent souvent de pardonner à ceux qui nous ont blessés, à soi et parfois même à la vie. Elles créent ce qu'Olivier Clerc appelle un cholestérol émotionnel qui s'accumule en nous et finit par obstruer notre capacité à aimer, à nous ouvrir et à être pleinement vivants. Il nous invite à changer de regard sur le pardon, non pas comme un acte envers l'autre, mais comme un cadeau que l'on se fait à soi-même, une voie de guérison qui nous ramène à l'amour, à la paix intérieure et à la joie de vivre. Je vous laisse savourer cette conversation lumineuse avec Olivier Clerc. Bonjour Olivier. Bonjour Amira. Olivier, je suis ravie de te recevoir dans Epion Podcast, donc merci de prendre ce temps avec moi et avec tous ceux et celles qui vont nous écouter aujourd'hui. Écoute, ça me fait plaisir d'être là aussi. Aujourd'hui, on a un beau programme ensemble, Olivier. On va parler notamment de pardon, de magie du quotidien, de bien-être de manière générale. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, Olivier, pour ceux et celles qui nous écoutent, te présenter de la façon dont tu te souhaites ? Alors écoute, je vais essayer de le faire de façon succincte parce que les années passent et que moi, je suis tombé dans le milieu de ce qu'on appelle le développement personnel. J'avais à peine 17 ans lors d'une année que j'ai passée aux États-Unis. Et puis à l'époque, le terme, je crois, n'était même pas encore vraiment connu en Europe. Et je me suis passionné pour ça. Très rapidement, ça a englobé également le domaine de la spiritualité, le domaine de la santé aussi. Si on veut faire très simple, on peut dire que ça fait toutes ces années, quelques 47 ans, que je me passionne pour tout ce qui contribue au bien-être individuel et collectif. Ça aussi inclut l'écologie, bien sûr, ça inclut les questions sociales. Et je l'ai fait de multiples façons. Je l'ai fait en devenant auteur d'abord, très jeune, à 21 ans, en devenant ensuite traducteur et interprète. Donc j'ai eu la chance de servir d'interprète à de très nombreux conférenciers américains qui venaient enseigner en Suisse et en France, à traduire leurs livres, plus d'une centaine à ce jour de l'anglais au français. Et puis, on va dire que le point de bascule dans ma vie, je pense l'un des plus importants en tout cas, c'est ma rencontre en 99 avec Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 Accords Toltec. J'ai eu la chance de pouvoir découvrir, traduire et publier son livre alors qu'il était encore pratiquement inconnu au bataillon. Et puis d'aller le rencontrer en personne au Mexique, une rencontre qui a été un tournant décisif dans ma vie, puisque c'est ça qui a amené ensuite toute l'activité que je développe depuis une quinzaine d'années, on va dire maintenant, autour du pardon. Donc voilà, je continue de creuser ce sillon avec un esprit très, très éclectique. Donc je m'intéresse à beaucoup d'approches de voix. Et puis, je dirais aussi, ça c'est vraiment ma signature, je pense, une obsession avec la pratique, c'est-à-dire que la théorie toute seule ne m'intéresse pas, la philosophie purement intellectuelle ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse toujours, c'est en quoi une idée peut transformer concrètement notre façon de vivre, à nouveau aussi bien individuellement que collectivement. Super, merci pour cette introduction, Olivier. Alors justement, on va parler du pardon, puisque tu as écrit un formidable livre justement qui s'appelle « Peut-on tout pardonner ?» Et vraiment, je recommande
à tous ceux qui le souhaitent de le lire parce il est très riche. Et je voulais qu'on commence par développer un concept que tu abordes justement dans ton livre. C'est le concept de plaie émotionnelle. Tu dis aujourd'hui, on est rempli de certaines émotions qui peuvent être lourdes, comme la rancœur, le ressentiment ou la colère. Et ça crée, je te cite, du cholestérol émotionnel. Et alors, ma question pour toi, c'était dans quelle mesure ces plaies-là, elles peuvent vraiment impacter notre bien-être et pourquoi il faut aller les regarder et les guérir pour se porter mieux finalement, tout comme on guérirait des plaies physiques. Voilà, bah alors déjà, il y a un élément purement anatomique. Si on regarde comment on est fait, le cœur, il se trouve entre la tête et les mains. Et de la même manière, on va dire que la dimension affective et émotionnelle, elle se trouve entre la pensée et l'action. Ça veut dire que si ça fonctionne pas au niveau du cœur, si on est blessé, si on cultive de la frustration, du ressentiment, de la colère, de l'aigreur, de l'amertume, etc., ça va impacter tout notre être. Ça va pas juste impacter notre cœur et nos relations, mais ça va impacter notre façon de penser. Faut pas s'imaginer qu'on fait de la pensée positive en ayant le cœur qui est sans dessus-dessous. Et puis, et on le sait maintenant, il y a beaucoup d'études là-dessus, ça va impacter notre santé. Ça va impacter l'état physique dans lequel on se trouve. C'est très intéressant, je le dis rapidement, que le pardon qui était autrefois l'affaire exclusive des religions est ensuite devenu aussi celle du développement personnel, de la psychologie. Et aujourd'hui, ça va jusqu'au biologique, au médical, parce qu'il y a des études qui sont faites dans des universités qui montrent dans quel état se trouve l'être humain lorsqu'il a soif de vengeance, lorsqu'il est animé par toutes sortes d'envies assez vengeresses. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'au contraire, il arrive à développer le pardon? Et pour faire très court, on a des études qui montrent qu'en moyenne, on a 5 ans de moins d'espérance de vie en cultivant le ressentiment, la colère, la rancune, la jalousie, etc., que si on arrive à cheminer vers le pardon. Donc, pour revenir à ta question, voilà, comme je disais, le cœur, il est entre la tête et les mains. On est devenu très, très bon dans le fait de soigner les blessures physiques, le corps. Il y a qu'à voir, il y a des gens qui ont des accidents épouvantables. Ils sont en 1000 morceaux et on est capable de remettre les 1000 morceaux ensemble et les gens vont remarcher et revivre. Et dans le même temps, ce qui est dramatique, et moi je le vois vraiment tous les jours, c'est que la plupart des gens ont vécu des choses douloureuses dans la petite enfance, dans l'enfance, dans l'adolescence, plus tard. Des fois, c'est un gros traumatisme, c'est des abus, c'est des choses comme ça. Des fois, c'est des choses qui s'étalent sur 5, 10, 15 ans de harcèlement à petite dose, mais qui finissent par être très destructeurs. Et ces blessures-là, ce que j'appelle les blessures du cœur, eh bien, on est très, très maladroit pour les soigner. Donc, beaucoup d'entre nous vivent avec des blessures comme ça, qui se rouvrent à la moindre occasion, qui font de nouveau mal, qui saignent de nouveau et qui impactent vraiment d'une manière très, très délétère la qualité de notre vie. Je te remercie Olivier. Alors justement, ce qui est intéressant, c'est que dans ton livre, tu viens dépoussiérer le concept de pardon et j'ai trouvé ça très novateur parce que tu apportes vraiment un nouveau paradigme au pardon pour justement venir soigner ces plaies émotionnelles. Et je te cite, tu écris « Faire œuvre de pardon, c'est guérir mes blessures, soigner mon cœur et c'est me libérer de l'étau de la haine et de l'envie de vengeance. » Et quelque part, c'est un cadeau à soi et c'est ça qui est très nouveau, je trouve, dans tes lectures et dans tes apports. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce renversement, justement ? Voilà, et je suis pas le seul à le dire. Je vois vraiment que c'est une idée qui émerge en force aujourd'hui. On a vécu pendant peut-être des siècles avec l'idée que le pardon, c'était un cadeau qu'on faisait à l'autre, avec d'ailleurs en codicile le fait que des fois, on n'a pas envie de faire ce cadeau à l'autre. On lui dit, non, non, jamais je te pardonnerai, l'air de dire, tant pis pour toi, mais en réalité, c'est tant pis pour moi. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que le pardon, c'est vraiment comme, quand je parle de guérison du cœur, c'est vraiment ça. Si je m'entaille le bras, c'est pour moi que je vais à l'hôpital. C'est pas pour mon agresseur. C'est parce que j'ai pas envie de saigner, j'ai pas envie d'avoir une plaie qui s'infecte, j'ai envie de retrouver mon intégrité physique. Je le fais 100% pour moi. Si j'ai été blessé dans le cœur, c'est pour moi que je veux guérir. C'est parce que j'ai pas envie de rester prisonnier toute ma vie d'émotions douloureuses. J'ai envie de guérir, j'ai envie de retrouver mon intégrité émotionnelle cette fois-ci. Donc c'est pour moi, et ça c'est une grande différence. Certains vont dire jusqu'à dire que le pardon, au fait, ça ne concerne que nous. La preuve en est, c'est qu'on peut faire œuvre de pardon avec des gens qui sont morts, avec des gens qu'on n'a pas revus depuis 10 ou 20 ans parce qu'ils habitent je ne sais où. On n'a pas besoin de voir là où les personnes concernées pour pouvoir faire ce travail de guérison.
Ça, c'est une première chose hyper importante à comprendre, c'est que c'est un cadeau qu'on se fait à soi. Et donc, inversement, ne pas le faire, c'est pas à l'autre qu'on fait du tort. C'est juste à soi. C'est soi-même qu'on empoisonne, qu'on intoxique, qu'on rend malade. Et ça veut dire que même les gens qui nous sont les plus chers, nos chéris, nos enfants, nos amis, etc., vont payer le prix du fait que on n'est pas bien et que ça va transpirer, y compris dans les relations qui nous tiennent le plus à cœur. Et d'ailleurs, ce que tu dis, j'ai trouvé ça très intéressant. Quand on dit pardon, finalement, effectivement, c'est pas tellement dire pardon à l'autre, mais c'est aussi se dire pardon à soi, de ressentir aussi ces émotions négatives pour aussi s'en libérer. Je me pardonne de cette haine que je peux avoir envers l'autre, de ce ressentiment et... Le pardon, une des définitions que je donne, j'en ai trois que j'utilise beaucoup. La troisième, je dis, c'est la renaissance de l'amour. C'est-à-dire que lorsqu'il nous arrive quelque chose vraiment de douloureux, il y a une partie de nous qui se coupe de l'amour. Et si on fait œuvre de pardon, c'est pour renaître à l'amour. C'est pour ne pas vivre une vie qui est coupée de l'amour. Et l'amour est un. Donc, si je m'en coupe d'une façon à travers une personne, en réalité, les conséquences sont beaucoup plus larges que ça. Donc, le pardon, quand on dit c'est la guérison du cœur, c'est retrouver la capacité d'aimer, retrouver la capacité de connaître la joie. Il y a des gens qui s'imaginent, après avoir vécu quelque chose de terrible, que toute leur vie sera foutue derrière. Et c'est pour ça que je dis souvent que derrière le pardon, il y a une notion qui m'est chère, qui est l'espoir. Dans les conférences que je donne, les ateliers, les formations, c'est redonner l'espoir aux gens que malgré les choses des fois terribles, dramatiques qu'ils peuvent avoir vécues, il y a une guérison possible. Et je le dis fort de rencontres avec des dizaines, sinon des centaines aujourd'hui de personnes, dont certaines ont vraiment vécu l'innommable, l'indicible, et qui pourtant ont réussi à faire ce travail de guérison du cœur, et tu les rencontrerais aujourd'hui, tu n'imaginerais pas 3 secondes d'où ces personnes viennent, ce qu'elles ont traversé, ce qu'elles ont vécu. Donc, je trouve ça très encourageant, finalement. C'est se donner la possibilité aussi de recevoir et de donner à nouveau des émotions finalement positives, parce que comme tu dis, sinon on est coupé, on reçoit rien, on donne rien aussi au monde. Voilà. Mais tu avais raison de souligner que ce que j'apporte en quelque sorte, c'est un pardon 2.0. Je dis souvent en plaisantant, j'apporte pas un pardon victime, j'apporte pas un pardon paillasson, j'apporte pas un pardon qui justifie de laisser n'importe qui faire n'importe quoi. Je dis souvent que si le pardon c'est la guérison des blessures du cœur, on n'a pas seulement un cœur, on a aussi une tête, et que la tête, elle doit être capable de discernement, et que ce discernement, il peut aussi bien nous amener à nous réconcilier avec une personne si il y a un travail qui est fait des deux côtés. Il peut aussi nous amener à dire, telle personne, c'est bon, c'est gentil, je vais éviter de la revoir dans ma vie, donc je coupe, je mets fin à la relation, parce que cette personne potentiellement peut être toxique pour moi, et donc je suis pas fou, je vais pas laisser dans ma vie des gens qui me veulent du mal. Et puis 3, et ça c'est encore plus important, il y a des gens qui ont vraiment fait des choses graves, et là, ça se termine au tribunal, ça se termine au commissariat. Simplement, si le travail de pardon a été fait, si j'ai le cœur en paix, eh bien, c'est pas la vengeance que je vais chercher, c'est pas c'est la justice. Je fais ça parce que c'est important que la personne qui m'a fait du tort ne puisse pas en faire à d'autres, ne puisse pas continuer. Voilà, c'est pour ça que je dis, c'est pas un pardon victimaire, c'est pas un pardon paillasson, c'est pas un pardon qui laisse faire tout et n'importe quoi. C'est important ce que tu dis, et effectivement, il faut discerner le pardon de fait de cautionner aussi ce qui s'est passé. Pardonner ne veut pas dire cautionner ce qui s'est passé, c'est important de le dire. Jamais, jamais. Et alors dans le livre que tu cites, c'est mon 2e livre sur le pardon, qui s'appelle Peut-on tout pardonner? J'en avais écrit un 5 ans avant qui s'appelle Le don du pardon. Et dans Peut-on tout pardonner, le sous-titre c'est les 15 principaux obstacles au pardon et comment les surmonter. Et ces obstacles, c'est des amalgames, c'est des erreurs de compréhension, c'est de la confusion. Et la première confusion, c'est celle que tu viens d'énoncer, à savoir, les gens s'imaginent que pardonner, c'est cautionner. C'est pour ça que quand il y a eu des actes terribles et que des gens évoquent le pardon, ça scandalise tout le monde. Parce que dans la tête des gens, si on fait œuvre de pardon, ça veut dire qu'on cautionne. Donc comme je cautionne pas, eh bien je pardonne pas. Mais ça, c'est un amalgame, c'est une confusion. Je cite souvent l'un de mes mentors spirituels qui avait cette phrase que je trouve assez décapante. Il disait, moi, je pardonne tout, mais je ne passe rien. Je pardonne tout, ça veut dire quoi qu'on me fasse, je ferai ce qu'il faut intérieurement pour garder un cœur vivant, un cœur sain, un cœur aimant. Parce que voilà, c'est vital pour moi. Je ne passe rien,
Ça veut dire, attendez, mais je vais pas laisser faire n'importe quoi non plus. Donc, s'il faut que la personne soit confrontée aux conséquences de ses actes, elle le sera. Voilà. Donc, c'est pas cautionné, c'est jamais cautionné. Faire œuvre de pardon, c'est guérir son cœur. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois qu'on a le cœur guéri, les décisions qu'on prend, elles ne sont plus dictées par la haine, par la colère, par des émotions qui nous submergent. Elles sont dictées par quelque chose de lucide. C'est fait avec compassion, c'est fait avec amour, mais ça reste quelque chose de juste. C'est retrouver finalement une forme de liberté, parce que ce que tu nous dis, c'est que tant qu'on est sous le joug de ses émotions, on n'est pas libre en fait, on reste enchaîné à celui qui nous a fait du mal finalement. Exactement, exactement. C'est vraiment une notion de liberté. Moi, la liberté a été un des fils rouges de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Certains des auteurs qui m'ont le plus marqué, comme Gandhi, comme Viktor Frankl, comme Mandela, comme d'autres, je pourrais en citer une liste longue comme le bras, sont tous des auteurs qui pointent vers une manière d'aller vers la seule liberté qui, pour moi, compte vraiment, c'est la liberté intérieure. C'est pas la liberté de faire ce qu'on veut quand on veut, comme on veut, parce qu'on a quelques millions, milliards sur un compte en banque. Ça, c'est une liberté pour moi assez superficielle et illusoire. C'est une liberté intérieure qui fait que quoi qu'il arrive finalement dans la vie, et on sait tous qu'une vie humaine, elle sera confrontée à la maladie, à la souffrance, au deuil, à la perte. Il y a des incontournables dans une vie humaine. Et la liberté, c'est de pouvoir accueillir tout ce que comporte une vie humaine d'une façon qui continue de nous faire avancer, de nous faire grandir, de nous épanouir et pas de nous faire nous retrouver anéantis pendant des mois ou des années. Et d'ailleurs, je me suis demandé s'il n'y avait pas un parallèle à faire avec ton autre livre que j'ai sous les yeux, Lâche ton trapèze et attrape le suivant. Alors celui-là, il est sur les transitions de vie, mais je me suis fait la réflexion de, quand on est comme ça agrippé à certaines émotions qui nous font souffrir, est-ce que finalement, accepter de s'en détacher pour aller vers autre chose, c'est un peu aussi ce trapéziste qui se lance dans le vide. Il y a un moment où on va être dans le vide et on n'a plus rien à quoi s'accrocher. Et donc, quelque part, ça nous empêche finalement de transiter vers autre chose. Je me suis demandé s'il n'y avait pas un parallèle justement entre les deux. Alors oui, on peut tout à fait voir un parallèle dans le sens où on regarde comment on parle en français. On dit garder rancune. T'imagines le côté je serre, je tiens le truc, je le garde. Ce qu'on ne réalise pas, c'est que ça veut dire je garde en moi le poison finalement. Alors que dans pardonner, il y a donner. Hein, il y a la même chose en anglais, forgive. En allemand, vergeben. C'est cette idée de quelque chose qui se libère, qui lâche, qui fluidifie. Donc effectivement, ce livre que tu évoques, Lâche ton trapèze et attrape le suivant, il parle des transitions de la vie, face auxquelles on est souvent très maladroit. On manque d'outils, on manque de façon de les aborder, ou à la limite on en a une, mais là j'en présente je sais plus combien, 8 ou 9 différentes, parce que toute transition ne se fait pas de la même façon. Et c'est clair que, en tout cas moi je le vois dans ma vie et je le vois dans celle de tous ceux et celles que j'accompagne depuis toutes ces années. Je pense que parmi les plus grandes et les plus belles transitions qu'on puisse faire, c'est passer d'une vie qui est repliée sur ses douleurs, ses souffrances, ses blessures, à une vie qui est enfin libre, qui est enfin de nouveau épanouie, qui est de nouveau ouverte sur ce qui peut arriver. Donc bien sûr, après, c'est pas tellement surprenant. Je pense que quand on regarde les œuvres d'un auteur, il y a toujours une continuité, une cohérence de fond. Moi, avec le recul, ça fait plus de 40 ans que j'ai sorti mon premier livre. Je vois bien ce fil rouge qui était là avant même que j'en prenne conscience. On est habité par quelque chose et qui nous conduit à faire le chemin qu'on fait. Mais effectivement, je trouvais que la métaphore du trapéziste, elle est intéressante parce qu'effectivement, quand on lâche quelque chose, avant de s'agripper à autre chose, il y a un espace de vide qui fait peur. Et c'est aussi perdre ses repères, mais c'est accepter aussi d'aller vers quelque chose d'un peu d'inconnu, où on s'agrippe à rien pendant quelques secondes ou quelques temps. Je trouvais que la métaphore était vraiment intéressante et elle peut s'appliquer à beaucoup de sphères de notre vie. Oui, moi j'aime beaucoup parce qu'il y a des changements. Ce qui est intéressant avec la métaphore du trapèze, c'est qu'on voit visuellement ce numéro dans le cirque et on se rend bien compte que le trapéziste, il va pas attendre d'avoir chopé le deuxième trapèze pour lâcher le premier. Sinon, il va se retrouver coincé, les deux bras écartés au milieu du chapiteau, puis il aura l'air un peu bête. Il est obligé, comme tu dis, d'en lâcher un, d'avoir ce moment où il est dans le vide, avant de pouvoir avoir assez d'élan et attraper le deuxième. Et il y a des transitions dans la vie qui ne peuvent pas se faire autrement que comme ça, qui impliquent
ce saut dans le vide qui implique ce saut de la foi. Pour ceux qui ont vu le 3e épisode d'Indiana Jones, il y a un moment comme ça absolument mythique vers la fin. Faire un pas dans le vide, et puis c'est en faisant le pas que le chemin se révèle. Il y a des transitions qu'on peut faire tout doucement, et je donne parmi ces 8 ou 9 métaphores que j'utilise, j'en donne plein d'autres. Il y a des transitions qui se font petit à petit, gentiment, tranquillement. Mais il y a des fois où c'est le grand saut, c'est le lâcher prise qui va littéralement nous ouvrir à une nouvelle phase de notre vie. Ce pardon, parce que tu parles effectivement des événements un peu traumatisants que certaines personnes ont pu vivre, mais toi, ce que tu nous encourages à faire, c'est pardonner même au quotidien. Tu parles de douche du cœur comme un peu une écologie intérieure qu'on viendrait faire au quotidien. On n'a pas besoin d'attendre finalement, d'avoir des chamboulements dans la vie pour pardonner. Ça se fait au quotidien finalement. Exactement. Et c'est une des grandes leçons qu'on a reçues. On a organisé pendant 4 années de suite au Val de Consolation dans le Doubs un gros événement qui s'appelait les Journées du Pardon, qui était sur 4 jours en résidentiel, plus de 200 participants, une vingtaine d'intervenants internationaux qui venaient partager soit une méthode, soit un témoignage fort sur le pardon. Et une des choses, je pense, qui a pris tout le monde de court, surtout quand on entend des témoignages de survivants du génocide rwandais, de personnes qui ont eu des enfants assassinés ou que sais-je, où vraiment là on est dans du costaud. Et d'entendre ces gens nous dire, vous savez, il y a des situations qui sont tellement terribles dans la vie qu'on a pratiquement pas le choix de pardonner ou pas. Si on pardonne pas, on n'a plus de vie, on est mort, on est fini, autant creuser tout de suite une deuxième tombe. Donc il y a des situations qui sont tellement graves que c'est presque impératif de trouver une solution. Il disait, mais la vraie difficulté, c'est toutes ces petites vexations du quotidien, ces petites tensions avec un collègue, un voisin, avec je sais pas qui, et qui, mine de rien, grignotent quelque chose à l'intérieur de nous, diminuent notre capacité d'éveil. Tu citais au début cette image que j'aime bien employer des fois, je dis voilà que il y a des situations qui finissent par tapisser nos artères d'un cholestérol émotionnel qui fait que notre capacité d'aimer se réduit de plus en plus. Et le défi, finalement, c'est de pas laisser ça s'accumuler, c'est de faire ce travail. C'est pour ça qu'une autre définition du pardon que j'aime beaucoup, c'est de dire c'est la douche du cœur. Et j'aime bien dire, voilà, personne prend une douche le 1er janvier en se disant, ça y est, c'est bon, pour cette année, c'est fait. Ben non. C'était peut-être comme ça à une époque où on utilisait plus de parfum que de savon, mais aujourd'hui, l'hygiène physique est quelque chose qui fait partie de la vie d'à peu près tout le monde. Alors j'aime bien demander, qu'est-ce qu'il en est de l'hygiène émotionnelle? Est-ce qu'on se promène pas tous avec des vieilles émotions qui sentent pas très bon, qui sont là dans notre cœur, qui fermentent, qui ressortent pour un oui ou pour un non? Est-ce qu'on gagnerait pas à avoir une hygiène émotionnelle finalement presque aussi régulière que l'hygiène du corps? Et est-ce qu'on s'en porterait pas beaucoup mieux? Ce que je propose avec le travail qu'on a, alors, soit dans mon livre Le Don du Pardon, c'était une espèce de yoga du cœur, de méditation de quelques minutes le soir avant de se coucher pour justement ne pas embarquer dans la nuit les difficultés, les tensions de la journée. Soit j'ai créé il y a 12 ans maintenant les cercles de pardon. Et ça, c'est un travail qui se fait en groupe, à plusieurs, et qui a connu un essor absolument incroyable. J'avais jamais imaginé ça, parce que les gens sont en demande justement d'un moyen simple de faire cette guérison du cœur. Et j'ajoute aussi d'un moyen qui soit laïque, qui soit pas lié à telle ou telle religion, et qui fait qu'il est accessible à tout le monde. On peut y venir avec ses propres convictions et croyances, mais en tout cas, c'est pas obligatoire d'adhérer à telle ou telle philosophie ou religion pour bénéficier de cette guérison du cœur. Tu peux nous parler justement de ces cercles de pardon qui existent maintenant dans plusieurs pays, je crois. Comment ça se passe, des cercles de pardon? Alors, ça se passe très bien. C'est déjà une bonne nouvelle. Voilà, et je fais exprès de répondre ça parce que j'évite en général de décrire le processus. Pourquoi? Parce que si je le décris, tu vas l'intellectualiser, ceux qui nous écoutent vont l'intellectualiser et vont s'imaginer qu'ils comprennent de quoi il s'agit. Et en fait, un cercle de pardon, c'est quelque chose à vivre et pas à intellectualiser. C'est comme, je prends souvent l'image d'un gamin de 8 ans, 10 ans, enfin 10 ans plutôt, qui a lu tous les bouquins sur la sexualité parce qu'il veut savoir ce que c'est, et puis qui pense que parce qu'il a lu tout ça, il sait ce que c'est. Ben non, mon petit gars. Tant que tu n'auras pas vécu ta première relation sexuelle, tu n'auras aucune idée de ce que c'est. Voilà.
Et il y a des choses, le but d'un cercle de pardon, c'est de donner l'occasion aux gens de vivre cette ouverture, cette guérison du cœur. Alors, le processus, il est directement dérivé de l'expérience fondatrice que j'ai eue avec Miguel Ruiz au Mexique et qui est décrite aussi bien dans Peut-on tout pardonner d'ailleurs que dans Le don du pardon. Il y a des vidéos sur ma chaîne YouTube où je raconte cette histoire. Donc, il est clair que le cercle de pardon se base sur cette expérience-là. Je l'ai adapté de manière à en faire quelque chose qui puisse être vécu en groupe. Il y a deux choses importantes à dire à ce sujet. La première, c'est que les personnes qui viennent là ne vont pas raconter ce qu'elles ont subi ou ce qu'elles ont fait. Le but, c'est de guérir. Le but, c'est la guérison, c'est le traitement, c'est pas le diagnostic. Hein. Le but, c'est de ressortir de là en ayant quelque chose qui a lâché, qui s'est ouvert et qui fait qu'on va vers un mieux. Donc ça, c'est important parce qu'il y a des gens qui ont aucune envie de raconter pour la xème fois les traumas, les blessures, les drames qu'ils ou elles ont vécu. Donc ça, c'est très important et je pense que c'est aussi une des raisons du succès, c'est que les gens peuvent venir et 2 heures ou 3 heures maximum plus tard, ils ressortent de là avec souvent quelque chose de très tangible qui s'est passé en eux. La deuxième chose que je veux aussi ajouter, qui est importante, c'est que j'ai créé ces cercles à but non lucratif. C'est-à-dire que tous ceux et celles qui les animent, on a formé quand même plus de 800 personnes en 12 ans dans une quinzaine de pays, le font pas pour gagner de l'argent. Les frais qui sont demandés, la participation, couvrent l'allocation de la salle, la communication, couvre la collation qui est parfois offerte à la fin du cercle, permettent aux animateurs et animatrices de venir participer à des rassemblements et à bénéficier d'une formation continue, mais ce n'est pas du tout une activité lucrative ou rémunératrice. Et je pense que le fait d'avoir fait ça comme ça dès le début fait que on attire les bonnes personnes pour animer ces cercles. Les gens qui font ça, c'est qu'ils ont vraiment à cœur, littéralement, ils ont à cœur de transmettre quelque chose qui les a touchés et dont ils ont envie de faire bénéficier d'autres personnes. Tu parles justement à plusieurs reprises de ta rencontre avec Don Miguel Ruiz et on sent effectivement que tes ouvrages sont empreints justement de cet héritage toltèque. Toi, cette rencontre, quel impact elle a eu dans ta vie et dans ta vision justement des choses et ta pratique du pardon? Elle a eu un impact décisif parce que moi j'avais grandi dans le christianisme, j'ai grandi dans une religion où le pardon joue un rôle quand même important. Et pourtant, je dois dire que je l'avais jamais vécu d'une façon aussi complète que ça. Le pardon, c'est devenu un peu, comment dire, une formule de politesse. Dis pardon à la dame. Oui, c'est un code social, mais c'est rarement, pour la plupart d'entre nous, quelque chose qu'on vit de tout son être, de tout son cœur et qui nous transforme complètement. Et quand je pars rencontrer Miguel Ruiz au Mexique, j'y vais pas pour le pardon. Il en dit quelques mots dans les 4 accords toltèques, mais vraiment comme ça en passant. Donc j'ai rien qui peut me laisser suspecter que là-bas je vais vivre en très peu de temps, une demi-heure, 3/4 d'heure, une expérience qui va vraiment profondément et durablement m'impacter. Et d'ailleurs il m'a fallu du temps derrière pour me dire mais attends, mais c'est quoi son truc? Comment ça se fait que là je réussis à toucher vraiment ce que c'est que le pardon, alors que auparavant j'étais jamais arrivé. C'est ça qui me met en route, qui m'amène à réfléchir, à creuser, à m'inspirer de ce que j'ai vécu pour en faire une pratique régulière. Et puis il m'a quand même fallu 10 ans, hein, de 99 à 2009, avant que j'écrive mon premier livre là-dessus, sans imaginer du tout, d'ailleurs, qu'il aurait un tel succès. J'avais pas réalisé, tout simplement, que on vit dans une société où les gens ont tous des blessures du cœur et les gens sont en demande de quelque chose pour les soulager, mais beaucoup de gens ont fermé la porte de la religion ou du lieu de culte dans lequel ils ont grandi enfant parce que des fois ça leur correspond plus du tout. Et du coup, ils se retrouvent démunis. Dans les obstacles au pardon que je cite, c'est de croire que le pardon, c'est un truc religieux. Non, ça peut se vivre dans un contexte religieux, mais ça peut aussi se vivre dans un contexte qui ne l'est pas du tout. Et je pense que ça, c'est important pour les gens, c'est de savoir qu'ils peuvent guérir leur cœur comme ils peuvent guérir leur corps sans avoir à adhérer à quelque croyance que ce soit. Ça se situe pas à ce niveau-là.
Tu disais tout à l'heure, tu donnais comme exemple « Dis pardon à la dame ». Ça m'a fait penser aux enfants, justement, puisque toi, tu as écrit justement les accords Toltec adaptés aux enfants. Et je me suis dit à quel point c'était important, c'est un peu cette intelligence du cœur, de pouvoir la partager aux enfants pour qu'ils aient des clés aussi, pour comprendre l'importance de leurs paroles, le pardon, le soin qu'on apporte à soi et aux autres. Et je voulais qu'on en parle, même si l'objet, c'est pas forcément les enfants, mais que on n'est pas obligé d'attendre d'être adulte pour apprendre à pardonner, en fait. Bah, ma conviction profonde, c'est que presque tout s'apprend. Je dis presque voilà, mais j'ai la conviction que tout s'apprend. Moi, ce que je déplore, c'est qu'on a pour l'instant une école, une éducation nationale qui mise à peu près tout sur l'intellect. Voilà. Et encore, si c'était tout le cerveau, mais non, c'est juste la moitié du cerveau, c'est ce qu'on appelle l'hémisphère gauche, le côté logique, rationnel, etc. Donc, on forme des enfants qui sont complètement déséquilibrés, qui sont complètement handicapés. On forme des analphabètes relationnels, on forme des analphabètes émotionnels, des gens qui ont une tête surdéveloppée, en tout cas une partie de leur tête surdéveloppée, et qui vont se rendre compte tôt ou tard à quel point ils sont handicapés, à quel point il leur manque de choses. On le voit tous les jours avec des responsables politiques qui sortent de grandes écoles, qui sont intellectuellement brillants, mais qui, humainement parlant, sont des catastrophes ambulantes. Il suffit de regarder 5 minutes la façon dont se comportent nos députés dans l'Assemblée nationale pour se dire qu'il y a vraiment un truc qui ne va pas. On a l'impression d'être devant une cour de récré, même pas du primaire, mais de la maternelle. Donc, voilà. Et moi, je leur dis ça, je fais aucun reproche. Ils sont les fruits d'un système. Ce système a décidé que la seule chose qui comptait, c'était l'intellect, la logique et la raison. Mais si on change de stratégie et qu'on dit, mais développer le cœur, développer la capacité de gérer les conflits et de les résoudre, développer l'empathie, la compassion, développer tout ça, finalement, c'est important, c'est précieux, ça crée des êtres humains qui sont de meilleurs parents, de meilleurs collègues, de meilleurs voisins, qui ont une relation plus harmonieuse avec la nature, parce que c'est bien joli de parler d'écologie, mais l'écologie, c'est aussi une écologie intérieure. Si moi, je suis ravagé par toutes sortes de sentiments toxiques à l'intérieur de moi, si mon propre environnement, qui est mon corps, est complètement intoxiqué, qu'est-ce que je vais aller pouvoir m'occuper d'écologie à l'extérieur? Ça n'a aucun sens. Donc on peut imaginer, et ça existe, il y a déjà des écoles alternatives qui essayent de faire autrement, et puis on voit quand même l'école telle qu'on l'a connue s'effondrer chaque jour un peu plus devant nous. On voit les profs partir en burn-out ou décrocher parce que ce système est devenu complètement inadapté à l'époque qu'on vit et aux besoins qui sont les nôtres aujourd'hui. Si on met la focale en se disant il faut équilibrer la tête, le cœur et le corps, et pourquoi pas, soyons fous, la dimension spirituelle aussi. Mais déjà rien que ça, la tête, le cœur, le corps. C'est-à-dire de pas se contenter de 2 heures d'éducation physique par semaine, mais laisser la place au corps dont il a besoin, laisser la place au cœur, aux émotions, aux ressentis, à tout ce qui est de l'ordre de la relation. Mais en une génération, en 25 ans, on change complètement la façon de fonctionner d'une société. Oui, puis on voit que ça émerge. Effectivement, tu parles des écoles alternatives. On voit qu'il y a des gens qui se lèvent, qui se dressent contre ce modèle un peu figé de l'école et qui essayent d'instiller autre chose. Et il y a plein d'exemples aussi, de jolis exemples à travers le monde, de cours qui sont donnés à l'école. Donc j'ai l'impression que ça commence à bouger, effectivement, et que les consciences s'éveillent un peu à ce sujet. Oui, après, il y a beaucoup de résistance et puis il y a Ouais. surtout beaucoup d'inertie. C'est-à-dire qu'il y a un système qui, à un moment, ne fonctionne que parce que pour s'entretenir lui-même indépendamment du besoin ou de l'utilité qu'il peut avoir. Donc, cette inertie-là, elle est très compliquée à bouger quand vous avez des branches, les profs qui vont pour les branches, les manuels dont ont besoin les profs pour enseigner ces branches. Tout ce système-là ronronne. Et si vous essayez d'amener du changement là-dedans, mais vous avez une levée de bouclier massive. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on a mis en place des systèmes qui laissent assez peu de place à l'innovation, ce qui fait que on enchaîne les réformes depuis 40 ou 50 ans, mais qu'au fond, le système reste toujours le même. Et ça, c'est la force d'inertie qui fait ça. Voilà. Il faudrait qu'on change le regard sur le changement et qu'on ait la capacité de changer de façon plus souple, plus facile. Et a fortiori dans l'éducation, qu'est-ce qu'il y a de plus important, puisque c'est ce qui crée les générations de demain. Voilà. Ouais, absolument.
Tout à l'heure, tu parlais un peu des obstacles, on a commencé à en parler un peu, les obstacles au pardon, et justement la croyance que pardonner, c'est cautionner. C'est quoi les grands autres obstacles justement au pardon, si on devait les balayer un peu rapidement, ceux que tu as identifiés? Bon, alors écoute, il y en a un qui me vient tout de suite, c'est un obstacle qui nous vient probablement du milieu anglo-saxon et qui voudrait que pardonner, c'est oublier. Parce qu'en anglais, les deux verbes sont proches, forgive, forget. Mais il suffit pas que deux verbes aient quatre lettres pareilles pour que l'un implique l'autre. Pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, j'ai dit, c'était cicatriser une blessure. Tant que la blessure est ouverte, elle fait mal, elle saigne, elle peut s'infecter. Une fois qu'elle est complètement cicatrisée, elle ne fait plus mal, je peux mettre la main dessus, je peux appuyer, c'est bon. Mais qu'est-ce qui reste? Il reste une cicatrice. La cicatrice, c'est le symbole de la mémoire. Voilà. Il reste un souvenir de ce qui nous est arrivé. La seule différence, c'est que cette cicatrice, elle ne fait plus mal. Lorsqu'on a fait œuvre de pardon, il reste le souvenir de ce qu'on a subi. Mais ce souvenir ne comporte plus de charge émotionnelle. C'est-à-dire que quand je parle de ce qui m'est arrivé, des traumas, des accidents, des choses douloureuses, difficiles, je peux en parler de façon très posée, très sereine, parce que tout le travail de guérison du cœur, il a été fait. Donc pardonner, c'est pas oublier. Pardonner, c'est enlever la charge émotionnelle du souvenir de manière à ce que ce souvenir fasse toujours partie de moi parce qu'il est porteur de leçons. J'ai appris des choses, même à travers les souffrances que j'ai subies, mais j'ai pas envie que le fait d'évoquer ces souvenirs réactive les douleurs, les souffrances, les émotions que j'ai subies autrefois. Et c'est ça que le pardon apporte, mais pas l'oubli. Alors après, j'ai développé ça plus loin sur ce qu'il fallait garder en mémoire et ce qu'il fallait laisser partir petit à petit aux oubliettes, mais ça nous emmènera un peu trop loin. Et donc ça, c'est un des obstacles que je cite très souvent. J'en ai cité un en passant tout à l'heure, qui est de croire que le pardon soit quelque chose qui soit réservé à la religion. Non. Bien sûr qu'il y a des religions qui en parlent, le judaïsme, le christianisme, l'islam notamment, mais ce n'est pas quelque chose qui est nécessairement religieux, ça peut être vécu de façon laïque, ça peut être vécu de façon spirituelle, c'est-à-dire, pour moi, la différence entre spiritualité et religion, c'est religion, il y a un texte, il y a un dogme, etc. La spiritualité, on est dans le fond, on est dans quelque chose qui est au-delà d'une forme particulière. On peut vivre une vie très spirituelle sans pour autant adhérer à une religion. Et on peut vivre le pardon, notamment d'une manière qui soit potentiellement très spirituelle, sans pourtant qu'elles doivent rester dans les limites d'un ensemble de croyances religieuses particulières. Il y en a un aussi que j'aime beaucoup et que je trouve intéressant, c'est ne pas confondre la personne et ses actes. Oui, eh ben, écoute, c'est bien que tu le mentionnes effectivement parce que on a vite tendance à cataloguer les gens. D'ailleurs, quand on parle de quelqu'un comme un assassin ou un meurtrier, c'est comme si tout d'un coup, de tout ce qu'est cette personne, il n'y a plus que ça, il n'y a plus que ce geste. Non, c'est quelqu'un qui a commis un meurtre, qui a commis un viol, qui a commis quelque chose. Mais lorsqu'on colle une étiquette à quelqu'un, eh bien effectivement, ce qu'on fait, c'est qu'on identifie la personne à un seul de ses actes, puis en plus, le plus laid, le plus moche. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut à la fois faire œuvre de pardon par rapport à ce qu'on a subi, par rapport à l'acte, et être un jour en paix avec ça, et faire ce qui est nécessaire aussi, comme je disais tout à l'heure, s'il y a besoin d'aller en justice. Mais on ne mélange pas tout. Un acte peut être très laid, très moche. La personne qui a derrière, moi j'ai la conviction, et je pense que c'est une conviction qu'on retrouve dans la plupart des grandes traditions spirituelles, que l'être humain qui a derrière les actes, même les plus laids, il est pareil que moi. Il n'est pas différent, il n'est pas en dessous de moi, c'est pas un rebut d'humanité, c'est pas quelqu'un de raté ou de je sais pas quoi, c'est quelqu'un que des circonstances ont amené un jour à commettre quelque chose de très laid, de très moche, mais qui porte pour moi la même étincelle divine, la même âme, le même esprit que moi. Et ce qui me touche beaucoup, parce que je tiens au courant de tout ce qui se publie aujourd'hui sur le pardon, mais sur les sujets environnants. Il y a un livre fascinant qui est sorti il y a 2 mois aux États-Unis, qui s'appelle La science de la vengeance, The Science of Revenge. Et il y a des exemples qui sont des exemples vraiment, qui font froid dans le dos de gens qui ont commis des choses qu'on n'imagine pas.
Mais quand on comprend d'où ils viennent, par quoi ils sont passés, quelles éducations ils ont reçues, il y a tout un chemin qui les amène un jour à poser un acte aussi laid, aussi grave, aussi moche. Et il ne s'agit pas de cautionner les actes, on l'a déjà dit, mais il s'agit de comprendre que ces actes, ils sortent pas de nulle part. Et que peut-être que si on avait soi-même été dans les mêmes circonstances, élevé de la même manière, soumis aux mêmes influences, subi les mêmes violences souvent, est-ce qu'un jour on n'en serait pas arrivé là? C'est d'avoir cette humilité de se dire, j'en sais rien. C'est ce que chante Jean-Jacques Goldman, n'est-ce pas? Hein, né en 17 à Heidelstadt. Si j'étais né à ce moment-là, dans ces conditions-là, est-ce que je n'aurais pas fait la même chose? Est-ce que je suis vraiment certain d'avoir une supériorité morale sur l'autre? Et j'emploie ce mot, c'est intéressant parce que dans la littérature qui sort sur le pardon, c'est quelque chose qui revient souvent. Le risque de croire qu'on a une supériorité morale sur l'autre. Moi, je suis quelqu'un de bien. Je suis un bon gars, je suis une chic fille, jamais, moi, j'aurais fait un truc comme ça. Donc, on estime quelque part qu'on n'est pas tout à fait au même niveau que les autres. Et ça, je pense que c'est un piège terrible. C'est une forme d'orgueil déguisé, hein, qui prend des apparences spirituelles ou religieuses. Mais pour moi, le seul pardon qui existe, c'est un pardon qui vient d'une posture d'humilité. Humilité qui vient, je le rappelle toujours, d'humus, le sol, la terre, en latin, qui a donné humain aussi. Et dès qu'on commence à se croire moralement supérieur, dès qu'on se met au-dessus de l'autre, je pense qu'il y a quelque chose, de faux. Il y a quelque chose de très piégeant qui se met en place. Et que l'humilité véritable, c'est de se dire, ce que cet homme-là a fait, ce que cette femme-là a commis, j'aurais pu le faire moi aussi, si j'avais été dans les mêmes circonstances. Dieu merci, je me suis pas retrouvé dans ces circonstances-là, mais je suis pas là pour juger. Et on peut à la fois faire preuve de compassion, de compréhension, et on peut mettre en œuvre les mesures légales, les mesures juridiques qui s'imposent évidemment pour protéger la société. Et in fine, c'est diminuer cette haine et donc faire en sorte qu'il y ait aussi moins de violence, parce que la violence s'appelle la violence in fine, donc quand on la cultive, on cultive aussi des gens qui vont commettre aussi ces actes, quand on se coupe du cœur aussi quelque part. Oui, alors en médecine, il y a une chose, enfin en tout cas dans les médecines dites parallèles, médecines alternatives, on parle depuis au moins 100 ans, on parle du terrain. On dit il semblerait que Claude Bernard, sur son lit de mort, lui-même ait dit ça, le virus n'est rien, le terrain est tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour qu'un virus se développe, il faut qu'il y ait un terrain suffisamment déséquilibré pour qu'il permette son essor. La même chose, là je regarde le jardin depuis ma fenêtre. Un bon agriculteur, il sait que s'il pousse telle ou telle, en guillemets, mauvaise herbe dans son champ, c'est qu'il y a le terrain, il est trop acide, ou il est comme ci, ou il est comme ça. Si on prend maintenant la notion de terrain social, posons-nous la question, notre société, si c'était un terrain, la société, elle favorise le développement de quelles plantes, de quelles cultures, de quels fruits et légumes, ou de quelles plantes toxiques ou vénéneuses? Et ce qui est intéressant, c'est que cette réflexion, elle date pas d'hier. Si tu relis Les Misérables de Victor Hugo, qui est pour moi un livre initiatique avant l'heure, il y a des phrases extraordinaires là-dedans. Il y en a une que j'ai en tête où il dit « Cette âme est dans l'obscurité, le péché s'y commet. Le coupable n'est pas celui qui a commis le péché, mais celui qui a créé l'obscurité. » Si je traduis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire telle personne a grandi dans la pauvreté, dans la misère, dans l'ignorance, etc. Elle finit un jour, comme Jean Valjean, par aller piquer un bout de pain. C'est qui le coupable? C'est celui qui a piqué le bout de pain ou c'est celui qui permet que tant de gens vivent dans l'ignorance, dans la pauvreté, dans la misère, etc. Et le jour où cette compréhension va vraiment se développer, eh bien, au lieu de stigmatiser ceux qui passent à l'acte, stigmatiser le virus, stigmatiser la mauvaise herbe, on va regarder le collectif. Et on va se dire, qu'est-ce que nous tous ensemble, nous favorisons? Est-ce que nous favorisons le déploiement du meilleur chez l'être humain ou est-ce qu'au contraire, nous favorisons l'émergence de ce qu'il y a de pire? Et voilà, moi, c'est un des sujets qui me passionne parce que je ne crois pas à la stigmatisation de ceux qui passent à l'acte et qui ne sont que la partie visible de l'iceberg, la partie immergée étant constituée de l'ensemble de la société.
Si on ouvre maintenant pour finir un peu la discussion au-delà du pardon, parce que pour toi le pardon c'est un des leviers parmi d'autres pour remettre un peu de la magie dans son quotidien, mais il y en a d'autres que tu abordes régulièrement, comme le fait de ralentir, de changer de regard, de cultiver l'émerveillement. Lesquels t'aurais envie un peu de nous développer aujourd'hui justement pour mettre un peu de magie dans son quotidien? Alors, le premier qui me vient, et c'est pas un hasard, et c'est quelque chose que j'imagine celles qui nous écoutent auront déjà entendu, mais la répétition étant la base de la pédagogie, on va pas se gêner d'y revenir, c'est la gratitude. La gratitude est très étroitement liée au pardon. Et d'ailleurs, l'année dernière, il y a 1 an et demi, j'ai moi-même pris une conférence de Monsieur Pardon aux États-Unis, qui est le docteur Fred Luskin à Stanford. Une conférence de 40 minutes, donc pas longue, sur pardon et bonheur qu'il a donné aux États-Unis. Et j'ai extrait la transcription, je l'ai traduite en français et j'ai été moi-même incrusté les sous-titres. C'est un travail de bénédictin, mais c'est intéressant de l'avoir fait une fois dans sa vie. Et je suis content de voir que cette vidéo, elle a été vue pas loin de 8000 fois aujourd'hui, donc elle a beaucoup, beaucoup touché les gens. Ce qu'il dit sur le pardon est génial, vraiment. Mais surtout, il fait le lien avec la gratitude en disant que si on a pris l'habitude dans sa vie d'être reconnaissant pour tout ce qu'il y a de beau, tout ce qui va bien, on est en santé, on a un chéri ou une chérie, on a des enfants qui vont bien, on a un travail, on vit dans un pays qui est pas en guerre, on n'est pas dans la misère, etc. Si on développe, mais ça demande une attention consciente pour développer la conscience de tout ce qui est beau, tout ce qui est bien, tout ce qui est chouette dans notre vie, eh bien, on se constitue une sorte de capital émotionnel extrêmement riche et dense et qui fait que quand tout d'un coup arrive une tuile, arrive un malheur, arrive une injustice, arrive quelque chose de vraiment pas chouette, eh bien, on a une zone tampon, on a des ressources en nous qui font qu'on va beaucoup plus facilement arriver à passer par-dessus, arriver à pardonner s'il faut, arriver à pas se laisser complètement intoxiquer par ça. Mais si on passe ces journées à râler, à rouspéter, dire ce pays est mal foutu, tout va mal, tout est moche, etc., et à ne même plus voir tout ce qui fonctionne déjà super bien, eh bien, quand arrive effectivement la tuile, eh bien là, on est laminé parce qu'il n'y a aucune réserve intérieure. Et il donne une information très intéressante. Notre cerveau, il a été conçu à l'origine, il y a des centaines de milliers d'années, pour repérer tout ce qui menace notre survie. Donc, il est surattentif au danger, surattentif à ce qui ne va pas. Et de ce fait-là, il nous faut 2 fois plus d'informations positives, 2 fois plus de gratitude, 2 fois plus de reconnaissance que d'informations déplaisantes comme on en a tous les jours dans les médias pour qu'on ait l'impression que ça soit équilibré. Si on fait 50-50, pour le cerveau, ça va pas. Et il montre que ça, c'est pas quelque chose d'automatique, c'est pas quelque chose qui est inscrit dans notre bagage génétique et instinctif, c'est quelque chose qui demande une pratique comme un yoga. Un yoga du cœur de plus, la gratitude. Et j'en ai parlé dans je ne sais combien de mes livres. J'en ai un qui s'appelle J'arrête de juger, j'en ai parlé. Dans mes livres où il y a toujours une dimension pratique, je reviens tout le temps à la gratitude. J'y reviens dans Magicien du quotidien, qui est le livre auquel tu fais référence, parce que cette pratique, elle transforme la vie. On adore les mantras indiens depuis 30-40 ans, les Om Mani Padme Hum, les Om Namah Shivaya, etc. Et Dieu sait qu'ils sont beaux et qu'ils sont puissants et qu'ils sont merveilleux. Mais j'aime bien dire aux gens, vous savez, nous on a un mantra en français qui est génial et qui s'appelle merci. Donc répétez-le comme un mantra, prenez un chapelet si ça vous amuse, répétez-le du matin au soir, le matin en vous réveillant, premier mot en ouvrant les yeux. Prenez l'habitude de dire merci pour tout ce qui va bien, puis un jour, vous aurez même la capacité d'englober les trucs qui foirent, qui vont pas, les contretemps, le métro qui est pas là, le truc qui est en retard. Et je pense qu'il y a peu de choses qui soient à la fois aussi simples et pourtant qui transforment la vie de manière aussi profonde et radicale que la gratitude. Ouais, je te rejoins complètement. En plus, les études montrent maintenant que ça contribue vraiment à notre capital santé, à notre longévité, et puis à notre bonheur, en fait, tout simplement, quoi. Exactement, ouais. Merci beaucoup, Olivier. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire pour clôturer cet échange? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de cette presque heure passée ensemble? Je crois que l'accent que j'ai envie de mettre, c'est
On a commencé en disant que le cœur se trouvait entre la tête et les mains. Donc, le sentiment, l'émotion se trouve entre la pensée et l'action. Et j'ai envie de souligner ça encore plus en disant à celles et ceux qui nous écoutent que je pense que le plus gros levier de changement que nous avons aujourd'hui dans la société, c'est ça. C'est la guérison du cœur. Parce que une fois que le cœur est guéri, je pense de façon plus légère, plus lumineuse, plus optimiste, plus lucide, plus claire. Mon corps se porte mieux, ma santé est meilleure. Mes relations à tous ceux et celles qui sont autour de moi et qui me sont chers sont meilleures. On a un levier de transformation qui est absolument incroyable. Et moi, quand j'ai commencé il y a 40 ans, tout était sur le mental. On parlait de psychocybernétique, on parlait de visualisation créatrice, on parlait de pensée positive, etc. Puis un jour, on s'est rendu compte que la pensée toute seule, sans la courroie de transmission du cœur, ça ne produisait pas les changements qu'on voulait. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que tout ce qui va dans ce sens-là, ça peut aller de la CNV, la communication non violente, aux accords Toltec, en passant par mille et une choses qui, petit à petit, nous amènent à faire cette alphabétisation émotionnelle dont je parlais, à avoir une meilleure conscience de nos émotions, de nos sentiments, et à nous libérer de tout ce qui pèse sur notre cœur et qui nous empêche d'aimer pleinement. Je pense que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, non seulement à soi, mais à tous ceux qui nous sont chers autour. Et je pense que la guérison des blessures du cœur est probablement le plus grand chantier qui est aujourd'hui devant nous, et que même l'écologie dépendra finalement de cette capacité à instaurer cette écologie intérieure, cette paix intérieure qui vient de la guérison du cœur. Magnifique. Pour ceux qui auraient envie de rejoindre des cercles de pardon, justement, sur quoi les aiguiller? Comment ils peuvent... Alors, il y a un site internet qui s'appelle tout simplement cercledepardon.fr, cercle au pluriel parce qu'il y en a beaucoup. Donc, vous trouverez un agenda partagé où sont annoncés les cercles qui vont avoir lieu à droite et à gauche. Il y a une carte avec tous les cercles qu'il y a. Il y a un annuaire des personnes qui les animent. Donc, tout est disponible là-dessus. Parfait, on remettra aussi le lien dans la description du podcast. Merci infiniment Olivier, moi j'ai passé vraiment un très agréable moment en ta compagnie et tes propos sont vraiment très très agréables à entendre, donc merci pour ces généreux partages. Écoute, avec joie Mira, et puis tout le meilleur à toi et à ton podcast. Merci beaucoup et puis je te dis peut-être à bientôt Olivier. Entendu, merci. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.